Dans ce tutoriel, on va découvrir une fonction, ou plutôt même deux fonctions, exponentielles, l'une réelle, l'autre complexe. Et pour y parvenir, je vais partir de la propriété unique de la fonction exponentielle. Mais avant tout, je tiens à vous dire que ce tutoriel, ou plutôt cette vidéo, on va l'appeler comme ça, il faut la regarder plutôt comme un show. C'est pour découvrir des choses, hein, c'est absolument pas un cours de mathématiques, c'est pour découvrir ce que l'on peut faire avec les mathématiques et acquérir aussi quelques notions, en fait trois notions hein, qui seront nécessaires pour franchir toutes les étapes. Et donc à partir de là, eh ben, vous allez voir se construire peu à peu la fonction qu'on appelle exponentielle et aussi ce qu'elle a sous le capot, ce qu'il y a sous le capot lorsque l'on étend cette exponentielle au domaine des nombres complexes. Alors tout d'abord, la première notion, c'est de considérer le radian comme l'unité de mesure d'un angle sur un cercle. Alors un cercle de rayon unité, OM égale à 1, et bien, sur ce cercle, je vais y placer un angle. Cet angle, c'est 0,471. Alors 0,471, ça représente exactement la longueur de cet arc en rouge sur le cercle de rayon unité. L'unité du radian, c'est RAD, donc 0,471 radian. Pour bien saisir la chose, hein, il faut bien comprendre que la longueur développée, la circonférence de ce cercle, c'est 2πr, mais comme r, le rayon OM, est égal à 1, eh bien la longueur développée, la circonférence, c'est 2π fois 1, donc 2π. Autrement dit, si je fais un tour complet, je vais parcourir 2π. Pi, c'est 3,14. 3,14, ce n'est qu'une approximation. En réalité, pi a une infinité de décimales. C'est ce qu'on appelle un nombre transcendant, parce que non seulement il a une infinité de décimales, mais il est aussi, ou plutôt il n'est pas solution d'une équation. On ne peut pas le trouver, sauf si on l'a glissé dedans, dans l'équation. Donc on ne peut pas trouver pi en résolvant une équation. Par contre, on pourra l'approcher. Hein, vous verrez par la suite comment on peut approcher un nombre transcendant. Ça ne sera pas pi, ça sera un autre nombre transcendant, mais vous verrez qu'il y a des possibilités. Donc, quand on fait un tour complet, voilà exactement, supposons que OM soit égal à 1 mètre ou 1 km, eh bien la longueur développée, l'angle complet d'un tour complet, ça serait 6,2, 28, 31, etc., mètres, kilomètres, années-lumière, ce que vous voulez. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que comme le nombre pi a une infinité de décimales, on n'écrit jamais la valeur 6,28 à moins qu'on ait vraiment besoin d'une longueur bien tangible. Mais si c'est un angle, on n'écrit pas l'angle sous cette forme, on dit simplement que c'est 2π radians, comme c'est inscrit ici en rouge. Un demi-tour, ça sera donc pi radian, la moitié. Un quart de tour, ça sera pi sur 2 radians, c'est-à-dire 2π divisé par 4. 3 quarts de tour, 3π radians. Et ici, un huitième de tour, hein, en degrés, ce serait 45. C'est pi sur 4. On peut aussi définir un angle négatif, c'est-à-dire qu'au lieu de partir dans ce sens-là, on va partir dans l'autre sens, donc en dessous de 0. Cet arc ici, ça serait moins pi sur 4 radians. Ou alors 7 pi sur 4 radians. Si on part dans l'autre sens, c'est ce qu'on appelle le sens trigonométrique, le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si on part dans ce sens-là, on va parcourir 7 pi sur 4 radians. Alors l'avantage du radian, quand on fait des calculs de longueur de circonférence de cercle, d'arc de cercle, c'est que en multipliant le rayon par le nombre ici qui correspond à l'angle en radian, on a tout de suite la longueur. Par exemple, si j'ai un cercle de rayon 3,752 mètres, eh bien cette longueur ici, c'est tout simplement 3,752 multiplié par
0,471. Et ça fait 1,727 mètres. Si on a des mètres, bien sûr. Alors ça, vous voyez que c'est beaucoup plus direct pour calculer la longueur de cet arc que si on vous avait donné l'angle en degrés. Je vous laisse le soin de vérifier que 0,471 radians, c'est pratiquement égal à 27 degrés. On en a terminé avec les radians. Hein. Bon, c'est simplement qu'il faut savoir que c'est un nombre, tout simplement. On va aborder la deuxième notion, la tangente d'un angle, symbole TG ou TAN. Tout dépend de votre tableur ou de votre calculatrice. Alors, la tangente, on part toujours sur le même cercle, unité, mais il y a deux axes, donc on définit quatre zones qui s'appellent premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran, quatrième cadran. Cette droite ici qui passe par le centre du cercle, cette droite en rouge, fait un certain angle. Et on va s'intéresser, pour la tangente, à ce qui se passe dans le premier cadran. Alors il est sûr que cette droite, par le fait, coupe aussi le troisième cadran, mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe ici dans ce premier cadran. Alors, MP, c'est un segment qui est perpendiculaire au point M, qui fait un angle droit au point M. Et θ, c'est l'angle que fait la droite avec OM. Comme le cercle a pour rayon unité, le nombre θ correspond à la mesure de l'arc MN. MN, si on connaît sa longueur, c'est en même temps l'angle en radian de la droite avec OM. Eh bien, la tangente, c'est tout simplement l'ordonnée du point P, c'est-à-dire que la tangente, c'est cette longueur ici, enfin celle-ci, c'est cette longueur-là. Ça s'appelle la tangente de θ. Si j'isole le triangle, eh bien, ici, ce côté mesure 1 mètre, c'est le rayon du cercle, unité. Et ce côté ici mesure exactement tangente θ. Il faut savoir qu'il n'y a aucun rapport, je vais revenir ici, il n'y a aucun rapport direct entre θ et tangente θ. Dans le temps, on établissait des tables, il y avait des tables de trigonométrie qui donnaient la valeur de tangente θ en fonction de θ. Maintenant, on utilise une calculatrice ou un tableur. Alors, en raisonnant dans ce premier cadran, si on fait varier l'angle θ de 0 à pi sur 2, on remarquera que la longueur de ce segment va varier de 0 quand θ fait 0. Eh bien, l'angle fait 0, MP fait 0. Par contre, quand θ va devenir perpendiculaire, ici, le point P est rejeté à l'infini. Autrement dit, la tangente, le nombre représentant la longueur ici MP, il tend vers l'infini. Pour θ égale 0, les points N et P se confondent. Pour θ égale 0, N se rapproche de M, P aussi. D'ailleurs, parfois, on peut même remplacer tangente θ par le θ, tout simplement, parce qu'ils se comportent de la même façon. Alors, il existe une réelle symétrie pour un angle égal à pi sur 4, pour un huitième de tour. Il existe une réelle symétrie entre les deux longueurs ici. Elles sont égales. Ces deux arcs de cercle sont superposables. Cependant, l'évolution du nombre tangente θ n'est pas identique selon qu'on se rapproche de 0 ou qu'on se rapproche de pi sur 2. Vous voyez bien que la tangente va tendre vers 0 lorsqu'on est ici, et elle tend vers l'infini lorsqu'on est vers pi sur 2. Donc si les arcs sont superposables, les tangentes, elles, ne se comportent pas du tout de la même manière. Alors on peut choisir n'importe quel point courant de l'arc MN et se rapprocher autant qu'on le souhaite de 0. On peut s'en rapprocher le plus près possible, quelle que soit la petite valeur ici de MN, on pourra toujours lui faire correspondre un nombre tangente θ. De même, on peut s'approcher le plus près possible
de pi sur 2, sans jamais l'atteindre, et quel que soit cet angle, quel que soit l'angle, eh bien, on peut toujours, aussi proche soit-il de pi sur 2, on pourra toujours lui faire correspondre le nombre tangent de θ. En fait, le but, c'est de ne pas trouver l'infini quand on se rapproche de pi sur 2, donc on ne va jamais atteindre pi sur 2. Et le but, c'est de ne jamais trouver 0, mais de s'en rapprocher un maximum, de façon à disposer de tous les nombres, l'infinité de nombres, qui représentent tangente θ. Vous voyez que ça sera toujours quelque chose de positif. Dans ce premier cadran, MP sera toujours positif. Et on ne veut pas qu'il tende vers l'infini, on ne veut pas qu'il tende vers 0, enfin on ne veut pas qu'il aille vers l'infini, on ne veut pas qu'il soit égal à 0. Donc l'idée c'est de trouver un moyen de générer tous ces nombres. Ce moyen existe, c'est une fonction du type a puissance x. C'est comme ça que ça se lit, y est égal à a puissance x. Alors voyons comment ça fonctionne. Par exemple, alors tout d'abord, il faut définir AX. A est un nombre réel positif différent de 0. A n'est pas négatif et il n'est pas égal à 0. Et X, c'est une variable égale à n'importe quel nombre réel, de moins l'infini à plus l'infini, quelle que soit sa nature, qu'il soit entier, décimal, transcendant, irrationnel. C'est n'importe quel nombre, celui que vous voulez, entre moins l'infini et plus l'infini. Par convention, a puissance 0, c'est-à-dire lorsque x sera égal à 0, eh bien, on dit que a puissance 0 est égal à 1. A multiplié aucune fois par lui-même est égal à 1. Bon, c'est comme ça, c'est une convention. Alors voyons aussi que a puissance x ne sera jamais égal à 0. Pourquoi? Ben, on va le voir tout de suite. On peut vérifier, par exemple, a, on va le prendre égal à 10. Alors je vais faire un test. A, c'est 10, et on va utiliser x pour la valeur moins 5, moins 3, 0, 1, 3 et 5. Alors 10 puissance moins 5, c'est 1 sur 10 puissance 5. Le puissance 5 indique le nombre de zéros qu'il y a derrière le 1. En fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5 zéros. Donc, 10 puissance moins 5, c'est égal à 1 sur 10 puissance 5. C'est égal à 1 sur 100 000. C'est égal à 1, 2, 3, 4, 5 zéros devant le 1. Et je mets ma virgule entre les deux premiers zéros. Donc vous voyez, 10 puissance moins 5. Le moins 5 correspond au nombre de zéros qu'il y a devant le 1. Et il y a une virgule entre les deux premiers. 10 puissance moins 3, bah vous savez qu'il y aura 3 zéros devant le 1. Et il y aura une virgule entre les deux premiers. 10 puissance 0, hein, c'est ce qu'on a dit ici. X prend ces valeurs-là. Bah, c'est 1 par définition. 10 puissance 1, bah, 10 multiplié une fois par lui-même, bah, c'est 10. Le 10 puissance 3, eh ben, ça sera un 1 suivi, il n'est plus précédé, mais il est suivi de 3 zéros. Donc 10 puissance 3, c'est une façon d'écrire 1000. Et 10 puissance 5, c'est une façon d'écrire 100 000. Vous voyez, on est très très proche de 0 quand le x tend vers un nombre très très négatif. Et on tendra vers l'infini quand le x ira lui-même vers l'infini. Mais on ne tombe jamais sur l'infini et on ne tombe jamais sur 0. C'est ce que l'on veut. Donc ça a l'air de fonctionner. Tous les nombres sont bien positifs, quelle que soit la valeur de x. On ne tombe ni sur l'infini ni sur 0. Mais pour l'instant, on ne génère que des nombres entiers. Comment faire pour que 10 puissance x soit égal à 1,732 par exemple? Alors, pour y arriver, il faudra que l'on attribue à x une valeur, un nombre à virgule, un nombre décimal. Alors, il est sûr qu'on aura du mal à se représenter ici le nombre 10 multiplié un nombre décimal 2 fois par lui-même. On va l'élever à une puissance décimale, mais ceci est dû au fait qu'on n'arrive pas à se le représenter, c'est parce qu'il existe une autre façon de définir la puissance d'un nombre. Ce sera l'objet de la troisième et dernière notion que nous abordons.
Alors, je vous laisse le soin d'élever 10 à la puissance 0,238560663 avec votre calculatrice ou avec votre tableur, histoire de vérifier que 10 puissance 0, tout ça là, c'est bien égal à 1,732. Autrement dit, avec la fonction, on va l'appeler comme ça, la fonction a puissance x, on génère bien que des nombres positifs que l'on peut assimiler à des nombres du type tangente θ. Donc pour ce qui est du choix de la variable x, c'est réglé. On peut bien la prendre égale à n'importe quelle valeur réelle comprise entre moins l'infini et plus l'infini. Alors ces courbes-là de fonction y égale a puissance x, ben voilà l'allure qu'elles ont. Elles ont cette forme-ci. Elles grandissent très très vite. Hein. Une croissance exponentielle, c'est une croissance très rapide. C'est long à démarrer, hein, parce qu'à l'infini, là-bas, on est près de zéro. On n'est pas à zéro, mais on est près de zéro. Donc ça peut durer comme ça très très longtemps. Mais quand ça se met à grandir, c'est extrêmement rapide. Quelle que soit la valeur de x, la courbe en rouge ne touchera jamais l'axe des x. Le nombre a puissance x tend vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. La distance ici va de plus en plus petite, mais ne sera jamais égale à 0. De l'autre côté, le nombre a puissance x va croître énormément lorsque x va partir sur la droite. C'est-à-dire que ce nombre a puissance x va tendre vers l'infini lorsque x lui-même va tendre vers plus l'infini. Un autre point commun à toutes les courbes, quelle que soit a, des courbes a puissance x, quelle que soit a, elles passent toutes par ce point ici, à la verticale du 0, 1. Toutes ces courbes passent par ce point-là. Tout simplement parce que a puissance 0, on a dit que c'était égal à 1. Alors, si le nombre a puissance x représente le nombre tangente θ, on peut reconstruire le triangle de tout à l'heure, celui qu'on a vu lorsqu'on a abordé la notion de tangente d'un angle. Il ne faut pas confondre le O ici avec la lettre O avec le 0. Hein. Là, c'est la lettre O, là, c'est le 0. Donc, j'ai reconstitué mon triangle OMP. P étant un point courant de la courbe, c'est celui que vous voulez. Et donc, on peut retrouver notre angle θ ici. Et bien sûr, dans notre triangle OMP, eh bien, si ça ici, c'est la tangente, forcément, OM mesure 1. L'idée est donc de trouver une valeur de A qui fera en sorte que la droite OP soit tangente à la courbe. Quelle valeur doit avoir petit a, hein, j'ai mis un point d'interrogation ici, quelle valeur doit avoir petit a pour que quel que soit x, quel que soit le point M en fait, eh bien OP soit toujours tangent à la courbe, ne touche la courbe qu'en un point, autrement dit au point P. Donc pour déterminer cette valeur particulière de A, nous allons aborder une troisième et dernière notion, celle de logarithme. Le logarithme népérien. Alors tout commence avec la fonction y est égale à 1 sur x. Bon, ce n'est pas une fonction bien compliquée, on peut la représenter hein, à chaque fois que l'on détermine, que l'on associe à x une valeur, par exemple ici moins 2, eh bien y sera égal à 1 sur x, c'est-à-dire 1 sur moins 2, c'est-à-dire moins demi dans ce cas-là. Pour la valeur moins 1, on a 1 sur moins 1, ben ça fait moins 1. Pour la valeur moins 0,5, moins 1 demi, ben, moins 0,5, 1 sur moins 0,5, c'est moins 2. Et puis x égale à 0,5, donc 1 sur 0,5, ça fait 2. 1 sur 1, ça fait 1. X égale 2, y est égal à 1 demi. Donc vous voyez, on détermine comme cela des points. On peut en déterminer autant que l'on veut.
Bon là, je vais m'arrêter ici. Et si on relie tous ces points, on détermine deux branches. En fait, cette courbe est constituée de deux branches. Une branche qui se situe dans bon, on va dire le troisième cadran, et une branche qui se situe dans le premier cadran. Et pour ce qui nous intéresse, nous n'allons regarder que ce qui se passe dans ce premier cadran ici. Cette fonction, ça s'appelle la courbe. Le nom de cette courbe, c'est l'hyperbole équilatère. C'est comme ça que les mathématiciens dénomment cette courbe, l'hyperbole équilatère. Un point courant de cette courbe est représenté ici, A, et ses coordonnées sont x en abscisse, 1 sur x en ordonnée. L'une de ses particularités, c'est qu'elle ne va jamais couper ni toucher l'un de ses axes. C'est-à-dire qu'ici, ça va se rapprocher infiniment, ça ne sera jamais égal à 0. La différence ne sera jamais égale à 0. Et ici, pareil, la courbe rouge ne va jamais toucher, encore moins traverser, l'axe des y. Alors c'est à partir de cette courbe que l'on définit le logarithme népérien, du nom de John Napier, Népère en français, mathématicien anglais, qui les découvrit et rédigea les premières tables de logarithmes. Alors qu'est-ce que c'est que ces logarithmes? À quoi ça sert? Eh bien, d'abord, le symbole, c'est ln. Alors, il existe d'autres logarithmes, hein, des logarithmes décimaux, des logarithmes de base quelconque. Ici, c'est le logarithme népérien, ln. Et le logarithme, c'est tout simplement la surface qui se situe entre 1 et x. Le logarithme de x, c'est la surface S. En gros. Pas tout à fait, à une petite nuance près, mais c'est déjà bien de comprendre ça. Le S ici, c'est le logarithme de x. C'est comme pour les tangentes, il n'y a pas de lien direct entre x et log de x. Le logarithme népérien de x, et même tous les logarithmes, ne sont pas issus directement de x. C'est pour ça que M. Népère a fabriqué des tables hein, où c'est appliqué à mesurer la surface exacte avec des petits carreaux, etc. Et puis il y a aussi des outils mathématiques qui permettent de mesurer des surfaces. Et il a établi les premières tables. Les tables aujourd'hui ont disparu, elles sont remplacées par nos calculatrices et les tableurs. Et par exemple, la surface entre 1 et x égale 1 tiers, je l'ai appelé ici la surface de 1 tiers, eh bien la surface ici est égale à 1,09861229. Tous les logarithmes situés à gauche de 1 sont précédés du signe moins. Et tous les logarithmes situés à droite de 1 sont précédés du signe plus, mais quand il y a un plus, on ne le met pas, donc on ne met pas le signe. Alors le logarithme de 1 tiers, ça sera moins 1,09, etc. Le logarithme de 2, c'est 0,69, 31, 47, etc. Le logarithme de 1, c'est 0. Alors ce serait intéressant de trouver une valeur pour que le logarithme de x, quelle est la valeur de x pour que le logarithme soit égal à 1, pour que la surface soit pile égale à 1. Alors on va procéder par tâtonnement. Les tables de logarithmes dans le temps, les calculatrices et les tableurs maintenant permettent de calculer la valeur du log en fonction du nombre qu'on entre. Donc 2, c'est ça le logarithme, le 2,5 c'est ça, etc. En fait, la valeur que l'on cherche, elle est comme pi, c'est un nombre transcendant, donc il est doté d'une infinité de décimales, on ne peut jamais l'écrire en entier. Et comme il est transcendant, en plus, il est solution d'aucune équation. Donc ce nombre, les mathématiciens l'appellent E. Et sa valeur usuelle, c'est 2,718. Voyez, le logarithme de E est égal à 1. Ça, c'est important. On en aura besoin. Alors, à quoi ça sert un logarithme? Eh bien, les logarithmes, M. Napier ou Népère a découvert
que les logarithmes permettaient de transformer une multiplication en addition. Ça, c'est génial, parce que le logarithme de a fois b, c'est égal au logarithme de a plus le logarithme de b. Le logarithme de a divisé par b, c'est égal au logarithme de a moins le logarithme de b. On remplace une division par une soustraction. Une puissance, log de a logarithme népérien de a puissance b, c'est égal à b fois le logarithme de a. Exemple, 8 fois 3, 24. Le logarithme de 24, le logarithme népérien de 24, c'est égal au logarithme népérien de 8 fois 3. Et le logarithme d'un produit, ici logarithme de AB, c'est log de A plus log de B. Donc le logarithme de 8 plus le logarithme de 3 sera égal au logarithme de 24. Vous pouvez le vérifier avec votre tableur ou votre calculatrice. Vous tapez logarithme népérien de 24, vous trouverez ce nombre. Vous tapez logarithme de 8, vous trouverez celui-ci. Vous tapez logarithme népérien de 3, vous trouverez celui-ci. Et vous vérifierez, quels que soient les nombres que vous mettez, 7 fois 3, 21, on peut remplacer ici 21, 7 et 3, et vous trouverez donc que 3,17 quelque chose ici, c'est bien égal à 2,07 machin, plus 1,09 truc. Ça, c'est une propriété formidable. Ce sont des propriétés fantastiques qui vont nous permettre de faire des choses intéressantes. Alors, on remarquera au passage que le logarithme de a puissance x, c'est la fonction de tout à l'heure, qui génère des nombres tangentes θ, vous vous rappelez? Eh bien, c'est x fois le log de a. D'autre part, on peut écrire que logarithme de e puissance x ln a est égal à x ln a fois 1. Donc, a puissance x est égal à e puissance x ln a, puisque ici, on retrouve la même chose, e puissance x ln a. Donc, a puissance x peut s'écrire aussi e puissance x ln a. Alors, revenons à nos moutons. À combien doit être égal a pour que la droite OP soit toujours tangente à la courbe de type a puissance x? Comment faire pour que a puissance x soit à la fois l'ordonnée d'un point courant de la courbe et en même temps la tangente de cet angle? On va utiliser la propriété des logarithmes qui permet de transformer une puissance en produit. Mais comme le logarithme de e est égal à 1, si on remplace a, si on donne à a la valeur de e, eh bien le logarithme de e puissance x devient égal à x. Nous avons donc défini une nouvelle fonction où a devient e, et cette nouvelle fonction, c'est y égale e puissance x. Il ne reste plus qu'à vérifier que OP, c'est cette droite ici, est bien tangente à la courbe en rouge. Pour cela, on va se déplacer en x égale 5. C'est une valeur que j'ai choisie au hasard. Pour x égale 5, l'altitude du point P se trouve à 148,41, 31, etc. Donc la tangente de notre angle, c'est 148,41. Si le point P est un point de tangence, en raisonnant dans le triangle, ici, donc pour une valeur légèrement inférieure à 5, je dois trouver un point P' situé sur cette droite, légèrement inférieur, en altitude inférieure, au point correspondant de la courbe. En raisonnant dans le triangle OMP, il a une base ici de 1. Si je diminue de 0,002, je me situe avec une base de 0,998. Je peux recalculer donc la hauteur, l'altitude du point P', et je trouve
l'altitude du point P' égale à 148,11,63. Il faut maintenant vérifier que cette altitude est inférieure à celle du point courant de la courbe qui correspond. Et le point correspondant est à 148,11,66. Donc, le point de la courbe est au-dessus du point P'. Ce qui veut bien dire que lorsque je diminue, lorsque je me déplace vers la gauche, sur cette droite, je ne coupe pas la courbe. Reste à vérifier maintenant si je me déplace à droite de l'altitude du point P, c'est-à-dire si j'augmente par exemple de 0,002, j'aurai donc un nouveau point P seconde que je peux calculer comme j'ai calculé tout à l'heure le point P', et je vais vérifier que mon point P seconde a une altitude inférieure au point de la courbe. Alors le point P seconde a une altitude de 148,70,99. Et si je calcule E puissance 5,002 avec la calculatrice, je trouve 148,71. Donc on voit que ma courbe est située au-dessus. Nous pouvons donc affirmer au 2 millième près que OP est tangent à la courbe E égale E puissance, à la courbe Y égale E puissance X. Alors, on aurait pu s'approcher à 2 millionième, au milliardième, etc. On aurait pu constater à chaque fois que le point P est un point tangent à cette courbe. La droite OP ne coupe pas la courbe. Pour en être certain, on aurait dû avoir recours à un autre outil mathématique que l'on ne verra pas dans cette vidéo. Cet outil, c'est la dérivée. Et en utilisant la dérivée, on peut démontrer que OP est effectivement tangent à la courbe. Mais ça, c'est une autre histoire. E puissance x est donc deux choses à la fois. C'est non seulement l'altitude du point P pour la valeur x donnée, mais en même temps, c'est la pente de la tangente à ce point. C'est ces deux choses-là en même temps. C'est ce qui en fait la propriété unique de la fonction qu'on appelle fonction exponentielle. Les mathématiciens disent que la fonction e puissance x est sa propre dérivée. On peut écrire cette fonction y est égale à e puissance x sous la forme y est égale à exponentielle de x. C'est l'exponentielle de base e de x. Sur le même modèle, a puissance x, c'est aussi une fonction exponentielle. Mais c'est la fonction exponentielle de base a que l'on écrit comme ceci. En fait, à tout nombre réel x, on associe un nombre réel e puissance x. X peut prendre n'importe quelle valeur réelle entre moins l'infini et plus l'infini. Il en résultera toujours un nombre e puissance x assimilable à la tangente d'un angle compris entre 0 et pi sur 2, à k pi près, parce que vous savez qu'on travaille dans ce premier cadran. Donc, mon angle ici, il est la pente de la tangente, mais je peux me situer, à k pi, c'est-à-dire faire un demi-tour, je serai toujours sur cette droite, et en fait, ce sera toujours le même angle. Donc, c'est vrai ce que je dis à k pi près, au demi-tour près. Il faut que je me trouve toujours sur cette droite, dans le premier cadran. Et donc, par voie de conséquence, dans le troisième aussi. La fonction exponentielle intervient dans les modèles mathématiques représentant des manifestations naturelles. J'ai illustré quelques exemples. Par exemple, c'est le cas de le dire, l'établissement du courant I dans une bobine d'inductance, l'intensité, la charge d'un condensateur à travers une résistance, calcul d'un intérêt composé, c'est-à-dire l'augmentation du capital pendant un temps de placement,
t, à partir d'un capital placé à l'origine qui est P0. La pression atmosphérique en fonction de l'altitude. Plus on monte, plus on, plus on va en hauteur, et plus la pression baisse. Ben voilà la formule. La loi des chutes des corps, en tenant compte de la résistance de l'air et d'un coefficient de forme. Voici la fonction. La loi de probabilité de Poisson, qui décrit le comportement d'un nombre d'événements en fonction de l'espérance. Loi de Poisson, probabilité. L'équation des courbes adiabatiques des gaz parfaits. Là, on a une exponentielle. V puissance gamma. C'est plus une exponentielle de base E. Mais c'est une exponentielle quand même. La croissance d'une population en fonction des naissances et des décès. Et de la capacité du milieu à approvisionner, à soutenir la croissance de la population. Voici la formule. Reste maintenant à savoir comment calculer E puissance x sans calculatrice et avec la précision souhaitée. Puisque je vous ai dit qu'on ne peut pas avoir de lien exact, on ne peut pas avoir de lien direct entre x et E puissance x. On va donc pouvoir l'approcher, et c'est possible. C'est possible grâce aux travaux de Brooke Taylor, mathématicien anglais, qui a travaillé sur les développements limités des fonctions, c'est-à-dire approcher une fonction, ici il va s'agir de E puissance x, à partir d'une série de termes, qu'on appelle d'ailleurs développement en série de Taylor. Bon, ils sont plusieurs à avoir travaillé sur le sujet, il y a Taylor, il y a Maclaurin, il y en a d'autres. Bah, ici on va utiliser les séries de Taylor, et la série de Taylor qui nous intéresse, c'est celle qui va donner une approche de E puissance x. E puissance x, c'est 1 plus x au carré sur 2, sur factoriel 2, pardon, x cube factoriel 3. Alors qu'est-ce que c'est que la factorielle? Ben, la factorielle d'un nombre, c'est par exemple la factorielle de 6, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6. La factorielle de 4, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4. La factorielle de n, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, comme ça jusque n. Alors avec cette série, on peut par exemple calculer la valeur de E. Il suffit de dire que x égale 1, puisque pour x égale 1, bah, on a E. Alors E puissance 1, c'est E. Pour x égale 1, et ben voilà ce qu'on obtient. On remplace x par sa valeur, et c'est toujours 1. Et ça fait, on est arrivé ici à calculer 2,71805. Et on pourrait comme ça aller à l'infini, puisque c'est un nombre transcendant, il n'y a pas de fin. Donc on peut ajouter autant de termes que l'on veut. Vous pourriez rajouter 1 sur 7, factoriel 7, 1 sur factoriel 8, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous voulez. Vous pouvez être précis comme vous le souhaitez. Alors on revient à la formule complète de le développement en série de l'exponentielle E puissance x. Et là maintenant, on va ouvrir le capot et on va regarder ce qui se passe quand on remplace x par un nombre imaginaire ix. Alors, un petit rappel sur les nombres imaginaires. On imagine une droite où il y a les nombres réels, une droite perpendiculaire au nombre réel où se trouvent les imaginaires. Ça vous donne déjà l'indication que les nombres imaginaires, n'étant pas situés sur la droite des nombres réels, ne sont pas réels. Ils sont imaginaires. À quoi ça sert? Alors, en général, on représente les nombres imaginaires sur cette droite. L'unité des nombres réels, c'est 1. Eh bien, l'unité des nombres imaginaires, c'est Léonard Euler qui lui a attribué ce symbole, I. Bah, il est ici perpendiculaire. Sa longueur, la longueur de ce vecteur ici, c'est 1. Mais comme il est perpendiculaire, on l'appelle I. Si je multiplie 1 par I, ben j'obtiens 1I, je fais un quart de tour. Si je multiplie I par I, je lui fais faire un quart de tour. En fait, multiplier par I signifie faire un quart de tour.
Et chose étrange, I multiplié par I, bah, ça s'écrit I au carré, c'est égal à moins 1. En règle générale, dans les nombres réels, il est impossible qu'un carré soit égal à moins 1. Moins 5 par moins 5, ça fait 25. Donc, particularité, on peut remplacer I carré par moins 1. Si je continue, si je multiplie I par moins 1, je fais encore un quart de tour. C'est égal à moins I. Si je multiplie I par moins I, je fais encore un quart de tour et je tombe sur 1. En fait, je viens de faire un tour complet. Donc ça signifie que multiplier quoi que ce soit par I le fait tourner le résultat de pi sur 2, d'un angle droit, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on constate qu'à chaque fois qu'on rencontre I au carré, on peut le remplacer par moins 1. Une fois I, I. I fois I, I au carré, moins 1. I fois moins 1, c'est aussi I au cube, puisque moins 1, c'est I au carré. I au cube, c'est moins I. I fois moins I, eh ben, c'est moins I au carré, c'est-à-dire I puissance 4, c'est égal à 1. Voyons ce qui se passe si on remplace x par ix. C'est-à-dire si la valeur ici, x, n'est plus réelle, mais imaginaire. E puissance ix, ça serait égal à 1 plus ix plus I au carré fois x carré sur factoriel 2, et ainsi de suite. Et comme ça, indéfiniment. Avec ce petit tableau ici, on va pouvoir calculer, définir plutôt ce qui se passe dans cette série. Évidemment, I, bah, ça reste I, mais I au carré, c'est moins 1, donc ça fait moins x2 sur factoriel 2. I au cube, c'est moins I, donc moins I x cube sur factoriel 3, et ainsi de suite. En regroupant tous les termes précédés de I, en faisant la séparation entre les termes réels, parce que ça ici c'est réel, ça ici c'est imaginaire puisqu'il y a I, on va avoir deux parties. E puissance ix, c'est toute cette série de nombres réels à laquelle on ajoute toute cette série de nombres imaginaires. Et si je mets I en facteur, j'obtiens E puissance ix est égal à une partie ici réelle, plus une autre partie réelle ici, mais multipliée par I, ce qui en fait une partie imaginaire. On a donc un nombre constitué de deux parties, un nombre à deux dimensions, une dimension réelle et une dimension imaginaire, parce que précédé du nombre I. Tous les nombres constitués d'une partie réelle et d'une partie imaginaire sont appelés nombres complexes. Ils sont du genre z égale a, partie réelle, plus ib, b, partie imaginaire. Le b ici, c'est tout ça. Le a ici, c'est tout ça. Et en consultant la liste des principaux développements en série de Taylor, on trouve les développements en série de plusieurs fonctions, y compris les fonctions sinus et cosinus, des fonctions trigonométriques. Et il se trouve que la fonction cosinus x, son développement en série, c'est ça ici. Et le développement en série de Taylor de sinus x, c'est cette série-là. Et alors là, on tombe sur quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on s'aperçoit qu'en ouvrant le capot, sous le capot de E puissance ix, il y a un cosinus et il y a un sinus. Et ces deux fonctions sinus et cosinus sont assemblées de cette façon. E puissance ix, c'est égal au cosinus de x, plus
i fois le sinus de x. Partie réelle, partie imaginaire. Autrement dit, sur le cercle de rayon unité, on peut représenter notre fonction e puissance ix comme étant un point M. Son image, ce serait un point M qui va circuler tout autour de ce cercle, sur la circonférence du cercle de rayon unité. J'ai donc mon angle ici, x, j'ai le cosinus de x, et là j'ai le sinus de x, mais situé sur la droite des imaginaires. Partie réelle, partie imaginaire, et mon nombre e puissance ix peut avoir à une image qui est ici en M. Le fait de multiplier x par le nombre imaginaire i le fait danser comme un angle. Ça, c'est quelque chose de fantastique, parce que n'importe quel nombre peut s'écrire sous une forme exponentielle complexe. Les nombres réels, les nombres imaginaires et les nombres qui sont un mélange des deux peuvent s'écrire tous de façon exponentielle. Exemple, moins 25. Eh bien, ça peut s'écrire 25 fois e puissance i pi. Démonstration. 25 fois e puissance i pi, ben, il suffit de mettre notre petite ix comme le montre ici la formule. 25 fois cosinus de pi plus i sinus pi. Et j'ai oublié ici de refermer. C'est-à-dire 25 fois le cosinus de pi. Le cosinus quand x est égal à pi sera égal à moins 1 ici, puisque le cercle est de rayon 1. Donc, moins 1. Ici, le sinus de pi, eh bien, pour m qui se déplace ici, le sinus, lui, va fondre et devenir égal à 0. Donc, i sinus pi est égal à i fois 0, c'est-à-dire 0. Autrement dit, 25 multiplié par moins 1, ça fait moins 25. 25 fois e puissance i pi est bien égal à moins 25. J'ai donc représenté un nombre réel sous une forme d'exponentielle complexe. De cette façon, on constate que e puissance ix peut être soit réel, soit imaginaire pur, soit complexe, c'est-à-dire avec deux dimensions, deux parties, l'une réelle, l'une imaginaire. Par exemple, pour x égale 0, e puissance i fois 0, c'est e puissance 0. On sait que quoi que ce soit, la puissance 0 est égale à 1. Ben, voici la preuve. Ça reste homogène. Et c'est un nombre réel. 1 est un nombre réel. Pour x égale pi sur 2, e puissance i pi sur 2, c'est cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2, c'est-à-dire 0. Le cosinus de pi sur 2, il va fondre si le point M se trouve ici. Le cosinus, c'est 0. Et le sinus est égal à 1. Autrement dit, est égal à i, pardon, est égal à i. Autrement dit, cosinus 0, pi sur 2, c'est 0. I sinus pi sur 2, c'est i. Pour x égale pi sur 2, e puissance i pi sur 2, c'est égal à i. Donc dans ce cas-là, l'exponentielle devient complètement imaginaire. Pour reprendre l'angle que j'avais utilisé tout à l'heure, 0,471 radians, eh bien e puissance 0,471 fois i, voilà à quoi c'est égal. Et ça fait 0,89 plus 0,45i. C'est un nombre complexe. E puissance ix est parfois réel, parfois imaginaire, parfois complexe. Dans l'exponentielle complexe, i se comporte exactement comme un angle. Et donc, e puissance ix est définissable à un certain nombre de tours près. Les mathématiciens disent 2 capi.
2π, c'est un tour complet pour le cercle unité. Donc m, si je lui ajoute un tour, je reviens en m. Si je lui ajoute 1000 tours, j'arrive toujours en m. C'est ce qui fait que la fonction e puissance ix est ambiguë. Parce qu'en fait, e puissance ix, c'est aussi e puissance i, j'ouvre la parenthèse, x plus 2kπ, si j'ajoute un tour. Autrement dit, c'est égal à cosinus x plus 2kπ plus x sinus 2kπ. Alors ça ne le paraît pas comme ça, et c'est pas évident, mais je vais vous montrer que c'est quelque chose qui empêche de créer une fonction réciproque à e puissance ix. E puissance ix est une fonction périodique. Ça n'a rien à voir avec l'exponentielle réelle. L'exponentielle réelle, vous avez vu, c'est une courbe qui croît comme ça indéfiniment. Et là, non. Là, l'exponentielle complexe, c'est un cercle en fait. Le point, son image décrit un cercle. La période de cette fonction, c'est le nombre imaginaire pur de pi. On sait que e puissance i fois 0 est égal à 1. Alors, e puissance 0 plus 2kπi, c'est-à-dire e puissance 2kπi, quel que soit k appartenant à l'ensemble des nombres entiers, des nombres entiers réels, eh bien ça sera égal à 1. Et là, maintenant, je vais vous montrer que c'est une fonction ambiguë. Par exemple, la forme exponentielle de i, c'est e puissance i pi sur 2. C'est-à-dire qu'on peut écrire le nombre imaginaire i sous la forme e puissance i pi sur 2. Ça permet de calculer la valeur de i puissance i. Parce que i puissance i, c'est-à-dire e puissance i pi sur 2 fois i. I fois i, ça fait moins 1. Donc e puissance i pi sur 2 fois i, c'est e puissance moins pi sur 2. Alors, chose étrange, i puissance i, je vous rappelle que c'est un nombre imaginaire qui n'a aucune valeur numérique, c'est totalement imaginaire. Bah, ce qui est étrange, c'est qu'un nombre imaginaire i élevé à la puissance de lui-même, toujours imaginaire, ça donne un nombre réel. Mais pour k égale 1, i puissance i devient égal à e puissance i, j'ouvre la parenthèse, pi sur 2 plus 2pi, fois i. Et pi sur 2 plus 2pi, ben, 2pi c'est déjà 4 quarts de tour. Si j'en ajoute un cinquième, j'ai donc moins 5pi sur 2, parce que i fois i, ça fait toujours moins 1. Et là, i puissance i, on voit que c'est égal à 0,207 879 576, mais c'est aussi égal à 0,0038 82. Et il y a une infinité de valeurs, autant qu'il y a de choix de la valeur k, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à l'infini. Donc il y a une infinité de valeurs qui représentent, de valeurs réelles en plus, qui représentent i puissance i. C'est ce qui fait la magie des nombres imaginaires. Alors la fonction exponentielle complexe est d'une très très grande importance, non seulement en mathématiques, parce qu'elle permet de simplifier certains calculs en mathématiques. Quand on utilise la forme exponentielle complexe des nombres, on arrive à simplifier des calculs, c'est-à-dire qu'en passant par les nombres complexes, ben ça ne rend pas complexes les calculs, ça c'est une étrangeté. Et d'autre part, cette fonction a beaucoup d'importance en physique, c'est-à-dire dans quelque chose de bien tangible. La physique, c'est quelque chose de bien réel. Par exemple, ici, l'application à l'électricité, l'impédance d'un condensateur. On remplace le i, le nombre imaginaire i, par j, pour éviter de confondre avec le symbole électrique i qui veut dire l'intensité. Donc ici, le petit j, bah, vous savez que c'est i. Un j au carré égale moins 1. Ben ça, c'est la représentation de l'impédance d'un condensateur. Vous voyez, c'est simplement pour vous montrer que l'exponentielle complexe est là. Hein. À l'électricité, toujours l'impédance d'une self-inductance, d'une bobine d'inductance. Là, le précédé d'un signe moins, ici, c'est pas précédé d'un signe moins, mais on voit encore apparaître le petit j. Et chose encore plus étrange, où l'on est deux fois dans l'imaginaire,
En physique quantique, l'exponentielle complexe permet de décrire, mais elle ne permet peut-être pas forcément de comprendre, que notre réel quotidien, l'univers dans lequel on vit, eh bien, quelque part, il est la résultante de tous les univers possibles. La fonction d'onde de Schrödinger, ou amplitude de probabilité d'une particule, c'est-à-dire un nombre complexe avec une partie imaginaire non nulle, permet de calculer la probabilité d'observer la manifestation d'une particule dans un endroit donné. Donc c'est donné par cette formule. Et vous voyez, hein, bon, il y a tout un tas de trucs là hein, que vous ne comprendrez peut-être pas forcément, mais c'est simplement pour illustrer le propos. Hein. Ici, voilà la fonction centrale de la mécanique ou de la physique quantique, où on voit apparaître une exponentielle complexe. Voilà tout ce que l'on peut dire sur la fonction exponentielle, sa partie réelle, e puissance x, et sa fonction prolongée dans le domaine des complexes. Et tout ça, ça a été fait pour se simplifier la vie. C'est ça qui est formidable. Je vous dis au revoir et rendez-vous sur un prochain tutoriel.